Bienvenue sur Africadéo, la plateforme éducative dédiée à toute l'histoire africaine. Ici, chaque récit révèle une vérité. Chaque image ranime une mémoire. Chaque épisode t'emmène au cœur des civilisations qui ont façonné l'humanité. Des royaumes oubliés, des empires puissants, des savoirs ancestraux. Prépare-toi à découvrir l'Afrique comme tu ne l'as jamais vue. Si ce voyage t'inspire, pense à liker la vidéo. Et si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains récits. Avant que les cartes ne se remplissent de frontières et de drapeaux, l'Afrique de l'Ouest est déjà un monde structuré. Des villages en banco se dressent près des champs, les fleuves servent de route et les marchés relient des régions lointaines. Ici, on échange du sel, des tissus, des noix de cola, parfois de l'or. Les anciens transmettent les récits, les règles, les repères. La vie suit le rythme des saisons, du travail et des cérémonies. Rien n'est figé. Les alliances existent, les rivalités aussi. Mais l'ensemble tient, comme un équilibre ancien, sur le point d'être bousculé. Car cet équilibre est fragile. Les royaumes et chefferies se disputent des terres, des routes, des points d'eau. Les guerres locales existent depuis longtemps et la sécurité dépend souvent de la capacité à se défendre. En même temps, un autre mouvement se dessine depuis les côtes. L'expansion européenne portée par la vapeur, l'industrie et une ambition nouvelle. Au départ, elle ressemble à un commerce, à des postes, à des traités. Puis elle devient une avancée méthodique vers l'intérieur. Dans ce contexte, chaque décision politique compte, chaque alliance peut sauver ou condamner. C'est dans ce 19e siècle tendu que naît Samori Touré vers 1830 dans l'espace mandingue. Il grandit au milieu des champs, des sentiers, des paroles des anciens. Son monde est fait d'apprentissage silencieux, observer, écouter, comprendre. Il voit le respect dû aux aînés, la solidarité du village et la place centrale de la famille. Rien ne dit encore qu'il deviendra un chef. Pourtant, autour de lui, la force est une réalité quotidienne. Entraînement, vigilance, récit de conflit. Samori n'est pas un enfant hors du monde. Il est un enfant qui apprend vite et qui va être frappé par l'événement qui change tout. Dans la culture mandingue, on transmet plus qu'un savoir, on transmet une manière de tenir debout. Les gestes du quotidien enseignent la patience. Les récits enseignent la prudence, l'honneur et l'importance de la parole donnée. Le village n'est pas seulement un lieu d'habitation, c'est un système social. Des rôles, des responsabilités, des protections. Les jeunes apprennent à lire les signes de la nature, à reconnaître les chemins, à sentir les tensions avant qu'elles n'éclatent. C'est un univers où la force n'est jamais séparée de la sagesse. Et c'est précisément ce mélange, tradition et lucidité, qui va former le regard de Samori. Très tôt, Samori observe les hommes comme on observe un terrain. Il regarde les discussions, les silences, les gestes qui comptent. Il comprend que certains mots apaisent et que d'autres déclenchent des tempêtes. Sa mère occupe une place essentielle. Présence protectrice, repère moral, lien avec le foyer. Autour d'eux, la vie continue, travail des champs, marché, rituels, mais la menace existe toujours quelque part au-delà des arbres et des collines. Samori apprend sans qu'on le lui dise. Dans ce monde, on survit en restant attentif. Et cette attention, bientôt, deviendra sa première arme. Dans l'Afrique de l'Ouest du 19e siècle, la paix n'est jamais acquise. Les villages savent qu'ils doivent se protéger. Les hommes s'entraînent, les armes circulent, et chacun comprend que la survie dépend autant de la vigilance que du courage. Samori observe ces guerriers qui répètent leurs gestes, qui apprennent à se déplacer ensemble, à se taire, à attendre. Il découvre que la force n'est pas seulement physique, elle réside dans la discipline et la cohésion. Cette réalité forge son esprit.
Il comprend que, dans ce monde, celui qui ne sait pas se défendre dépend toujours de la volonté des autres. Un jour, la violence frappe sans prévenir. Le village est attaqué. Les cris remplacent les gestes familiers, la peur traverse les regards. Dans le chaos, Samori voit sa mère être capturée. L'instant est brutal, irréversible. En quelques minutes, l'enfance disparaît. Ce n'est pas seulement une perte personnelle, c'est une révélation. Samori comprend que la sécurité était fragile, que la force décide souvent du destin des familles. Cet événement ne déclenche pas une colère aveugle, mais une fracture intérieure profonde. Désormais, il sait que rester spectateur, c'est accepter de subir. Immobile, Samori assiste à l'éloignement de sa mère. Il ne peut rien faire. L'impuissance s'imprime en lui comme une marque indélébile. Autour de lui, le village est figé, choqué. Cet instant devient fondateur. Samori comprend que la douleur seule ne suffit pas à changer le cours des choses. Il faut apprendre. Comprendre comment les hommes s'organisent, comment ils combattent, comment ils dominent. Cette scène n'est pas la naissance d'un désir de vengeance immédiate, mais celle d'une détermination silencieuse. À partir de ce moment, Samori n'oubliera jamais que la connaissance de la guerre est parfois la condition de la liberté. Pour retrouver sa mère, Samori fait un choix difficile. Il accepte de servir comme guerrier auprès de ceux qui détiennent la force. Ce choix n'est pas celui d'un enfant naïf, mais celui d'un esprit déjà lucide. Il sait qu'il devra obéir, apprendre, endurer. En échange, il aura accès à ce qui décide du sort des hommes, la maîtrise des armes et des stratégies. Samori entre dans un monde sans indulgence où chaque erreur peut coûter la vie. Mais il accepte, car il a compris qu'agir, même au prix de sacrifice, vaut mieux que rester prisonnier de l'impuissance. Le camp des guerriers est un univers réglé par la discipline. Les journées commencent tôt, rythmées par l'entraînement, l'observation et la répétition des gestes. Samori découvre un monde où rien n'est laissé au hasard. Les anciens surveillent, corrigent, testent. Le silence y est parfois plus important que la parole. Peu à peu, Samori apprend à contrôler son corps, son souffle, ses réactions. Il comprend que la guerre n'est pas un élan, mais une construction. Chaque pas, chaque décision doit être pensée. L'enfant qu'il était commence à disparaître, laissant place à un apprenti stratège. L'entraînement est éprouvant, parfois brutal. Les corps souffrent, mais c'est l'esprit qui est le plus mis à l'épreuve. Samori apprend à supporter la fatigue, la faim, la peur. Il découvre que survivre ne dépend pas seulement de la force, mais de la capacité à observer et à anticiper. Chaque exercice enseigne une leçon. Écouter les ordres, lire le terrain, comprendre les intentions de l'adversaire. Peu à peu, Samori se distingue par son attention constante. Il ne cherche pas à briller, il cherche à comprendre. Et cette lucidité silencieuse commence à être remarquée. Vient le moment où l'entraînement laisse place à la réalité. Le premier combat n'a rien d'héroïque. Il est confus, rapide, imprévisible. Samori découvre le bruit, la peur, les mouvements désordonnés. Pourtant, au cœur de ce chaos, il parvient à rester attentif. Il observe plus qu'il ne frappe, apprend plus qu'il ne cherche à dominer. Cette expérience marque un tournant. Il comprend que la guerre n'est jamais maîtrisée, seulement contenue. Et que celui qui survit est souvent celui qui garde son sang-froid, quand tout s'effondre autour de lui. Avec le temps, Samori gagne la confiance de ses compagnons, non par des exploits spectaculaires, mais par sa constance. Il sait écouter, proposer, corriger. Lorsqu'il parle, ses mots sont mesurés. Lorsqu'il agit, ses gestes sont précis. Peu à peu, les autres commencent à se tourner vers lui, à attendre son avis. Samori comprend alors une chose essentielle. Le pouvoir ne se prend pas toujours par la force, il se construit par la confiance.
et cette confiance devient la base de son autorité naissante. Lorsque Samori commence à rassembler autour de lui, son approche est méthodique. Il négocie lorsque c'est possible, combat lorsque c'est nécessaire. Chaque territoire intégré est organisé, sécurisé, protégé. Samori ne cherche pas la domination aveugle mais la stabilité. Il comprend que gouverner un espace exige plus que des armes. Il faut des règles, des alliances et une vision à long terme. Peu à peu, son influence s'étend. Un nouvel ensemble politique prend forme, structuré, cohérent, capable de résister aux tempêtes à venir. Bissandougou devient le cœur battant de ce nouvel État, l'empire de Wassoulou. Ici, les décisions se prennent, les ordres circulent, l'administration s'organise. Samori adopte le titre d'Almami, affirmant à la fois son autorité politique et morale. Le Wassoulou n'est plus une simple coalition de guerriers, c'est un État structuré, avec une armée, une justice et une organisation capable de durer. Pour la première fois, Samori ne se contente plus de survivre, il construit. Gouverner le Wassoulou exige plus que du courage militaire. Samori doit organiser, arbitrer, décider sans cesse. Il met en place une administration structurée, délègue à des chefs locaux, contrôle les routes et les points stratégiques. La justice est rendue pour maintenir l'ordre et limiter les conflits internes. Chaque décision vise un objectif clair, assurer la stabilité de l'ensemble. Samori comprend que la survie de son empire dépend de l'équilibre entre autorité et cohésion. Gouverner pour lui n'est pas dominer, mais maintenir un système capable de résister aux pressions extérieures. L'islam devient un pilier central du Wassoulou. Il offre un cadre moral, renforce la discipline et légitime l'autorité de Samori en tant qu'Almami. La religion structure la vie collective, régule les comportements et unit des populations diverses sous un même référentiel. Samori n'impose pas aveuglément, il utilise la foi comme un langage commun, capable de rassembler et de stabiliser. Dans un monde traversé par les conflits, cette légitimité religieuse devient un ciment politique essentiel, renforçant l'ordre intérieur face aux menaces à venir. L'armée du Wassoulou est au cœur de la puissance de Samori. Discipline, hiérarchie et innovation en sont les fondations. Les Sofa, soldats d'élite, sont entraînés à manœuvrer rapidement, à obéir sans hésitation et à exploiter le terrain. Samori comprend très tôt l'importance des armes à feu. Il les acquiert, les entretient et forme ses hommes à leur usage. Cette modernisation militaire permet aux Wassoulou de rivaliser avec des forces étrangères bien équipées. L'armée n'est pas seulement un outil de guerre, elle est la colonne vertébrale de l'État. Peu à peu, des informations remontent depuis les frontières, les Européens avancent vers l'intérieur des terres. Ils installent des postes, signent des traités, puis progressent encore. Samori écoute, observe, analyse. Il sait que ces mouvements ne sont pas anodins. L'expansion européenne n'est pas une simple présence commerciale. Elle annonce une volonté de contrôle. Samori comprend que le temps devient un facteur crucial. Chaque décision doit désormais tenir compte de cette force nouvelle, méthodique, déterminée et bien équipée.
Les colonnes françaises progressent lentement mais sûrement. Elles cartographient, sécurisent, avancent par étapes. Cette progression est différente des conflits locaux que Samori connaît. Elle est organisée, persistante, soutenue par des ressources extérieures. Deux logiques s'opposent désormais, celle d'un empire africain cherchant à préserver son autonomie et celle d'une puissance coloniale en expansion. La confrontation n'est pas encore totale, mais elle est inévitable. Le Wassoulou entre dans une phase décisive de son histoire. Face à l'avancée européenne, Samori choisit d'abord la diplomatie. Des émissaires se rencontrent, des traités sont signés. Sur le papier, ils fixent des limites, promettent la paix, organisent une coexistence. Mais ces accords sont ambigus. Chacun y lit ce qui sert ses intérêts. Samori gagne du temps, consolide ses positions, observe les intentions réelles de ses interlocuteurs. Il sait que la diplomatie peut retarder la guerre, jamais l'empêcher totalement. Derrière les paroles mesurées et les gestes formels, la méfiance s'installe. La paix devient fragile, suspendue à des engagements incertains. Très vite, les limites fixées par les traités sont contournées. Les colonnes avancent au-delà des zones convenues, de nouveaux postes apparaissent. Pour Samori, le message est clair. Les accords ne sont que temporaires. Il comprend que la parole donnée ne protège pas face à une stratégie d'expansion déterminée. Chaque avancée européenne réduit l'espace de manœuvre du Wassoulou. La diplomatie atteint ses limites. Samori n'abandonne pas encore l'espoir d'éviter le pire, mais il sait désormais que la confrontation armée n'est plus une hypothèse. Elle devient une certitude. Les signes de guerre se multiplient, les rapports se succèdent, les éclaireurs confirment les mouvements ennemis. Samori réunit ses chefs, évalue les options, il n'y a ni précipitation, ni panique. Chaque décision est pesée. Il sait que l'affrontement direct serait risqué face à une armée mieux équipée. Pourtant, ne rien faire serait accepter la disparition progressive du Wassoulou. Samori comprend que la guerre qui s'annonce ne sera pas courte. Elle exigera une stratégie nouvelle, fondée sur l'endurance, la mobilité et l'adaptation constante. Tenez la ligne! Tenez la ligne! Feu! Feu! Chargez vos armes! Lorsque les combats éclatent, ils ne ressemblent pas aux conflits du passé. Les armes à feu, la fumée, le bruit transforment le champ de bataille. Samori refuse la bataille frontale. Il ordonne des mouvements rapides, des replis calculés. L'objectif n'est pas de vaincre immédiatement, mais de survivre et d'user l'adversaire. Le Wassoulou entre dans une guerre asymétrique où chaque affrontement est un test. La violence est réelle mais maîtrisée. Samori sait que la victoire ne se mesurera pas en territoire conquis, mais en temps gagné. Face à une armée puissante et organisée, Samori adopte une stratégie claire, éviter l'affrontement direct. Il transforme le terrain en allié. Forêts, savanes, chemins étroits deviennent des espaces de manœuvre. Ses troupes frappent rapidement, puis disparaissent. L'ennemi avance, mais ne saisit jamais complètement son adversaire. Cette guerre de mouvement désoriente les forces coloniales, ralentit leur progression et épuise leurs ressources. Samori démontre qu'une armée plus légère, bien dirigée et parfaitement mobile, peut tenir tête à une puissance supérieure à condition de ne jamais jouer selon ses règles. À couvert! La stratégie de Samori repose désormais sur la vitesse. Les attaques sont brèves, ciblées, souvent inattendues. Elles frappent des détachements isolés, des convois, des avant-postes. L'objectif n'est pas la destruction totale, mais la désorganisation. Chaque attaque oblige l'ennemi à se regrouper, à ralentir, à douter, puis aussitôt, les troupes du Wassoulou se retirent, empruntant des chemins connus d'eux seuls.
Cette tactique transforme la guerre en poursuite incessante. Samori impose son rythme, obligeant une armée lourde à courir après une ombre insaisissable. À mesure que la guerre s'étire, l'usure devient une arme. Les distances sont immenses, le climat éprouvant, les routes incertaines. Les forces coloniales avancent, mais à un coût humain et logistique croissant. Samori le sait, chaque jour passé affaiblit l'adversaire. Il choisit de durer. Ses troupes se déplacent légères, évitent les zones inutiles, exploitent le terrain. La guerre n'est plus seulement une question de bataille, mais de résistance mentale et physique. Samori transforme le temps lui-même en allié stratégique. Mais la pression s'intensifie, les ressources se raréfient, les routes se ferment. Face à cette situation, Samori prend une décision radicale. Priver l'ennemi de tout soutien local. C'est la politique de la terre brûlée. Villages évacués, récoltes détruites, stocks déplacés. Ce choix est douloureux, lourd de conséquences humaines. Samori en mesure le prix. Mais il estime que sans cette stratégie, la guerre serait perdue. Cette décision révèle la dureté du conflit et la gravité des enjeux. Il ne s'agit plus seulement de gagner, mais de continuer à exister. The path is long, stay close. Keep moving, do not look back. Les populations se déplacent sous protection. Les villages sont abandonnés volontairement. Les chemins se vident. Ce mouvement forcé est un sacrifice collectif, accepté pour empêcher l'ennemi de s'installer durablement. Samori sait que chaque ressource laissée derrière renforcerait la progression adverse. La guerre touche désormais les civils, non par choix, mais par nécessité stratégique. Ce moment marque un tournant. Le Wassoulou se bat non seulement avec ses soldats, mais avec l'endurance de toute une société prête à se déplacer pour survivre. Privées de ravitaillement local, les forces coloniales ralentissent. Les convois deviennent essentiels, vulnérables. La progression coûte plus cher, en hommes comme en énergie. Samori observe ces signes avec lucidité. Sa stratégie fonctionne, mais elle a un prix élevé pour son propre peuple. La guerre est devenue totale, sans illusion. Chaque camp lutte désormais contre le temps, la fatigue et la distance. À ce stade, il ne s'agit plus de victoire rapide. Il s'agit de savoir qui pourra tenir le plus longtemps dans un conflit sans issue immédiate. Les années de guerre laissent des traces. Les marches s'allongent, les visages se ferment, les corps fatiguent, les armes s'usent, les munitions se raréfient. Samori le sait, même la meilleure stratégie ne peut annuler l'usure du temps. Pourtant, il tient, il ajuste, réorganise, redistribue les forces. Chaque jour gagné est une victoire en soi. La résistance devient un effort permanent, presque silencieux. Samori ne combat plus seulement l'ennemi, mais la fatigue, la pénurie et l'incertitude. Le temps, autrefois allié, commence lentement à se retourner contre lui. Face à cette résistance prolongée, les forces coloniales adaptent leur approche. Les colonnes se multiplient, avançant depuis plusieurs directions. Les routes sont contrôlées, les passages surveillés. Peu à peu, l'espace se rétrécit. Samori voit ses marges de manœuvre diminuer. Chaque repli devient plus difficile, chaque déplacement plus risqué. La guerre de mouvement rencontre ses limites face à une pression constante et coordonnée. L'étau se resserre lentement, méthodiquement, sans précipitation. La stratégie coloniale vise désormais moins la bataille décisive que l'asphyxie progressive. À mesure que la pression augmente, les alliés se font plus rares. Certains se soumettent, d'autres disparaissent du jeu politique. Samori se retrouve de plus en plus isolé. Il continue pourtant à décider, à guider, à protéger ceux qui restent. La solitude du chef devient palpable.
Gouverner dans ces conditions exige une force intérieure immense. Samori comprend qu'il porte désormais presque seul le poids de la résistance. Mais il refuse d'abandonner. Tant qu'il peut se déplacer, organiser, décider, la lutte n'est pas terminée. La traque devient incessante, Samori et les derniers fidèles se déplacent sans cesse, traçant des itinéraires toujours plus complexes. Les éclaireurs ennemis se rapprochent. Les traces sont plus difficiles à effacer. L'épuisement est visible, mais la vigilance demeure. Chaque nuit est une halte fragile, chaque matin une incertitude. Samori sait que les options s'amenuisent. Pourtant, il continue d'avancer, non par illusion, mais par refus de céder sans avoir tout tenté. La résistance touche à son point critique. En 1898, l'inévitable se produit. Samori est encerclé. Il n'y a pas de bataille finale spectaculaire, pas de chute dramatique. Il y a l'usure, la fatigue et la réalité d'un espace désormais fermé. Samori comprend que continuer signifierait exposer inutilement les derniers hommes qui l'accompagnent. Il choisit de se rendre. Ce geste n'est pas une capitulation morale, mais un acte de lucidité. L'homme est capturé, le stratège s'efface. Mais l'histoire, elle, est déjà écrite. Après la capture de Samori, la résistance organisée du Wassoulou s'éteint progressivement. Les hommes se dispersent, certains déposent les armes, d'autres tentent de reprendre une vie ordinaire. Le territoire, longtemps en mouvement, se fige peu à peu sous une nouvelle autorité. Pourtant, rien ne s'efface complètement. Les souvenirs demeurent, les récits circulent. La fin de la lutte armée ne signifie pas la disparition de l'idée qui la portait. Dans le silence qui suit les combats, une page se tourne. Mais l'écho de la résistance continue de traverser les villages et les mémoires. Samori est conduit loin de sa terre. Le voyage marque une rupture définitive avec le monde qu'il a façonné. Les paysages changent, les repères disparaissent. En exil, il n'est plus chef d'empire, plus stratège en mouvement. Il devient un homme privé de son territoire, mais non de sa dignité. Le corps est captif, l'esprit demeure lucide. Samori observe, se tait, accepte l'épreuve sans renier son parcours. L'exil devient une autre forme de combat, celui de rester soi-même lorsque tout ce qui donnait sens à l'action a été arraché. En 1900, loin de l'Afrique de l'Ouest, Samori Touré meurt en captivité. Il s'éteint sans retrouver sa terre, sans revoir les paysages qu'il a parcourus toute sa vie. Sa mort passe presque inaperçue dans le tumulte de l'expansion coloniale. Pourtant, elle marque la fin d'une trajectoire exceptionnelle. Samori n'a pas empêché la conquête, mais il l'a ralentie, contestée, compliquée. Jusqu'au bout, il aura incarné une résistance fondée sur la stratégie, l'adaptation et la volonté de préserver une souveraineté menacée. Avec le temps, l'histoire de Samori Touré dépasse l'homme. Elle devient symbole, celui d'une Afrique qui n'a jamais cédé sans lutter, d'un continent capable d'organisation, de réflexion stratégique et de résistance prolongée. Son parcours rappelle que la domination n'a jamais été simple ni immédiate. Aujourd'hui encore, son nom traverse les frontières et les générations. Non comme celui d'un vainqueur, mais comme celui d'un homme qui a tenu tête à son époque. Samori Touré incarne une vérité durable. La dignité d'un peuple ne se mesure pas à la victoire, mais à la force de sa résistance. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification et ne rien manquer de nos prochains contenus. À bientôt pour un nouvel épisode hors du commun.